Vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Et nous voici de retour après une pause très longue pour certains, trop courte pour les autres. Mais nous sommes quand même là avec... je suis là, moi, Benoît Baye, dans ce Singlecast, accompagné, bien évidemment, de mes acolytes préférés, pardon, on va y arriver. À commencer par notre chanteur, docteur préféré, Olivier Scars. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va bien et toi ? Bah écoute, ça va. Alors je tiens quand même à dire que si là, pendant quelques temps, il n'y a pas eu d'émission, il a en partie été responsable. Voilà. C'est complètement faux. Comme ça, tout ça est faux. Voilà. Ensuite, celui que tout le monde connaît comme l'homme à la poussette, même si ça fait belle lurette qu'il n'en a plus de poussette, Laurent. Bonsoir. Ah ouais, Laurent. c'est moi. Coucou, bonsoir à tous. Comment ça va depuis tout ce temps ? Content d'être de retour, voilà, parce que on a manqué aux auditeurs et puis vous m'avez manqué. Alors, tu nous as manqué aussi, et d'ailleurs vous m'avez tous manqué, clairement. Et paraît-il qu'on ait manqué aux auditeurs. Effectivement, il y a des auditeurs qui ont réclamé, que ce soit via les réseaux sociaux, mais même en direct, certaines personnes qu'on a pu croiser, etc. Ils ont dit vous faites plus d'émissions, qu'est-ce qui se passe ? Enfin voilà. Ils étaient en manque. Ils étaient clairement, exactement. C'est sevrage. Alexandre Bedet qui m'a fait la réflexion récemment. Il m'a dit je suis en manque. J'ai plus rien à écouter pour aller faire mon footing. Donc voilà, Alexandre qu'on salue d'ailleurs. Oui, ensuite, grand sportif. Le Belge préféré de la bande. Roger, comment tu vas ? Le Belge préféré de la bande. Salut, ça va ? En même temps, il n'a qu'un, donc... Bah, t'es sûr d'être préféré, hein. C'est juste pour les quotas, tu t'en doutes bien. Ah non, mais il faut toujours un Belge quelque part. C'est vrai. C'est important. Et finalement, la légende, l'homme qui est apparemment à l'origine de la canne à sucre, Jerry Gitani. Comment vas-tu ? Ben, ça va très bien. Alors moi, c'est pas des auditeurs, mais c'est des auditrices qui vont. Voilà. Voilà, on vous entend plus. C'est vrai. Donc, en plus, en vrai, je les ai vus de toutes. Ah, toutes. Bon, c'est pas très cool. J'ai acheté du rhum maintenant, grâce au podcast, voilà. Pas plus de 6 à la fois, tu sais bien. Non, c'est 3. C'est 3 à la fois, non. Pas plus. Garde la forme. Alors, dans cette émission, on va parler d'un sujet qui finalement est très passionnant et qui est à l'origine de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on fait, mais dont on ne parle, je pense, pas assez. L'agriculture au niveau de la canne à sucre. Parce que oui, sans agriculture, bien évidemment, pas de canne, et sans canne, pas de rhum. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais avant de plus déblatérer sur ce sujet, je vais tout de suite donner la parole à Roger, qui, après tout ce temps d'absence, doit avoir un paquet de news à nous raconter. Roger, 79. Oui, alors des news, il y en a beaucoup, mais bon, comme elles sont bien, on va pas les faire toutes. J'ai essayé de répertorier les trucs les plus récents. Donc, Vélier nous a gratifié de son sassafras il y a peu, mais il y a aussi plein de choses qui sont dans les tuyaux. Tu peux le redire ? Dont sassafras. Est-ce que tu arrives à dire 10 fois d'affilée ? Oui, je vois pas l'intérêt. Et à l'envers ? Bon, voilà. Au truc du style. Voilà. Et donc. Pour la suite, quand j'aurai fini de m'interrompre, il y aura des Hamden, des MOBA, des Takamaka, d'un privateer blanc, un vieux rhum de 21 ans d'Haïti, et encore 2-3 autres chez Vieux-Labé, qui sortiront. Oui, voilà. Donc tout ça va sortir dans le courant de l'année. Il n'y a pas encore vraiment de date. Je pense qu'il y aura aussi un rhum australien. Binleg. Voilà. Et donc, oui, effectivement. Private Joke, on parlait du privateer blanc, ça fait rêver Laurent, donc voilà. Ouais, et il nous fera un petit article dans son appel de blanc, comme il a l'habitude de faire. Écoutez, et on verra s'il vaut le précédent, le official bottling, je vais peut-être me mettre à déguster de la vodka plutôt que du rhum, vu qu'on est plus proche de ça, quoi. Ah bien. Ouf, le tacle à la gorge, Eric Dimeco. Voilà, 10 minutes d'émission et déjà perdu tout l'auditorat américain, c'est malin. Alors, en Martinique, Dépaz nous sort une nouvelle cuvée Papao qui est disponible uniquement là-bas pour le moment, mais je pense qu'elle va bientôt arriver chez nous, enfin j'espère. Nouvelle marque Pardon ? Nouvelle marque, tu as dit Dépaz, je connais Depaz. Mais... Ah ouais, mais c'est parce que c'est la deuxième. C'est avec l'accent. Voilà.
Alors, Alexandre Beudet, dont on parlait tantôt, a fait avec Baptiste Bauchet. Ils nous ont contactés tous les deux Navirom, en fait, c'est à la française, comme il m'a dit. Donc, c'est prévu pour la mixologie, la dégustation pure. Et le but était de fournir une alternative aux diplomatiques et toutes ces choses-là. Donc, c'est des assemblages de rhum de la Barbade, de la Jamaïque et d'un grand arôme de la Martinique. Donc, il y a une première version qui est un petit peu sucrée et un peu plus réduite. Et la deuxième, il y aura un peu moins de sucre et il a rajouté un vieux Guadeloupéen dans la composition. Et le tout est vieilli en très grande partie sous les tropiques. Et ça devrait sortir, je pense, courant avril-mai. Ils ont eu 2-3 retards. Mais c'est déjà, ils en parlent déjà sur leur site. Et du coup, quand on dit c'est pour la mixologie et la dégustation pure, en fait, c'est pour tout, quoi. C'est pour tout. Voilà. Comme ça, on est sûr d'en mettre partout. Tu peux en mettre dans les bars et dans ton armoire. Comme disait mon ex. Oh. Ça me rappelle un peu Equiano. Qui est un peu le même discours qu'on peut utiliser et dans les cocktails et en dégustation pure, et les infectants et gel hydroalcoolique. Enfin bref. C'est mieux que certains rhums que tu peux absolument pas boire pur en même temps. Ça, c'est pas faux. Ou certains que tu peux boire ni pur ni en cocktail. Absolument. Il y en a aussi. Je pense que c'est pour expliquer que le groggy qui ne boit que du Hamden HGML n'y retrouvera peut-être pas son compte, à mon avis. C'est peut-être plus pour expliquer ça. Massam, l'embouteilleur italien, revient avec plein de whisky et un rhum. Donc il s'agit du dernier fût de Portmoran 2003 qu'ils avaient. Donc c'est la troisième release chez Massam plus la version Old Alliance et Gorman. Donc il y avait 4 fûts de Portmoran 2003 dans la collection de Monsieur Samaroli. Et ça c'est le dernier fût. Ça arrive pour avril. De Duchesse, l'embouteilleur hollandais. Vieux Versailles 2003. Et rhum WP secret, donc personne ne sait d'où ça vient, mais ce serait jamaïcain. Ouais, voilà, je vous laisse découvrir. Sans doute encore en antenne. J'imagine. Appleton, je suis sûr. Voilà. Pas bête, Benoît. Et dernièrement, on a vu des photos de samples de chez Hubert Corman qui prépare ses embouteillages de chez Bristol. Ce sera 3 vieux rhums de plus de 25 ans, non de 25 ans en fait. Il y aura un Clarendon, un vieux Diamond et un Caroni, tous les 3 de millésime 1996. Donc un Caroni 96 de chez Bristol, ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Donc ça peut être sympa de voir ce que ça donne. C'est prévu pour juin-juillet. Alors, je veux rajouter à ça, il y a une autre news dont on commence tout doucement à parler, qui est dans l'air du temps, tout simplement la prochaine cuvée Confrérie du Rhum. Je sais pas. Est-ce que Jerry peut nous en dire plus ? Est-ce que Jerry va nous en dire plus ? Il peut, oui, mais est-ce qu'il va le faire ou pas ? Jerry, est-ce que tu nous en dis plus ou pas ? C'est un privateer blanc. Je crois que c'est un. Tu as le droit de dire non. Il me semble que c'est un rhum vieux. Qui sera mouille de fût, voilà. Ok. Donc on approche. En fait, c'est bien parce que du coup, ça fait pour ceux qui suivent un peu l'énigme depuis le début, depuis un peu plus d'une semaine là, ça fait un indice en plus. Voilà, un rhum vieux, brut de fût. D'accord. On n'en dira pas plus pour l'instant. On va donc revenir au sujet du jour, l'agriculture dans le monde de la canne. Alors, je vais juste vous donner quelques chiffres que j'ai trouvés un peu sur le sujet et qui me paraissent pour le coup assez fous. Notamment, est-ce que vous savez ce que représente en termes d'hectares la culture de la canne dans tous les dômes confondus? J'aurais tendance à dire un chiffre. Allez, 500. Non, plus. 500, c'est la Martinique. Allez, on va dire 1000 hectares. J'aurais dit plus maintenant. Ouais, largement plus. Mais remarque, oui, parce que si... Parce que juste sur la Martinique, comme ils sont limités par l'AOC, remarque qu'ils peuvent faire 100. Là, tu parles AOC plus Haute-Dom-Tom ou toute Martinique tous les dômes confondus, on est sur 40 000 hectares de canne cultivés. Ok, Jean-Michel à peu près. Voilà, c'est ça. Ce qui en fait n'est pas beaucoup. C'est pas. Je veux dire, au niveau mondial, c'est rien. Mondial, c'est minuscule. Au niveau mondial, c'est minuscule. Oui, enfin après pour des îles. Pour des îles plus la Guyane. Mais même pour les îles. À titre de comparaison, de base, par exemple, c'est 500 hectares.
Non, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que j'étais loin, moi. La culture de la canne à sucre, c'est pas la prépondérante, hein. La banane, c'est beaucoup plus important. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la banane, il doit y en avoir beaucoup plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 40 hectares, la majorité se situe quand même à La Réunion et en Guadeloupe. Donc, la Martinique est assez minoritaire à ce niveau-là. Et on compte quand même plus ou moins 8000 exploitations cannières donc sur tous ces territoires, donc confondus, dont 3800 planteurs juste en Guadeloupe, et par contre seulement 177 en Martinique. C'est combien d'hectares en Martinique ? Est-ce que tu aurais le chiffre ? Non, je n'ai pas trouvé le chiffre exactement. D'ailleurs, je pense que c'est pas si impressionnant. Hein. Si les auditeurs ont le chiffre, le trouvent quelque part, j'imagine qu'un Damien Sagné qui nous écoute aura peut-être ça sous le coude. Il peut nous le mettre en commentaire, ce serait toujours sympa. Je pense qu'à 7 cannes près, il est capable de nous le dire. Probablement, ouais, c'est ça. Et en termes de moyenne par exploitation cannière, en Guadeloupe, l'exploitation moyenne est autour de 5 hectares, plus ou moins, par planteur. À La Réunion, on est à 7,5 hectares. Et par contre, en Martinique, beaucoup plus de surface. Par planteur, on représente environ 18 hectares. Ce qui est quand même presque plus du triple de la Guadeloupe. Ouais. Donc, ce sont des chiffres moyens. Hein. Voilà. Et tout ce beau monde, ça représente 2 700 000 tonnes de canne à sucre par an. Voilà pour les chiffres. Pas mal. Alors, on a vu qu'au niveau de l'agriculture et surtout de la canne, il y a eu pas mal de modernisation et les distilleries ont commencé à s'y intéresser de plus près ces dernières années et que finalement, planter de la canne c'est bien beau, mais quand on arrive à maîtriser également son sujet, c'est toujours mieux et on peut faire des trucs beaucoup plus importants. Alors, on a trouvé pas mal de parcellaires qui ont émergé ces dernières années. Donc, est-ce que, Jerry, tu peux nous rappeler ce qu'est un parcellaire ? Oui, on va déjà rappeler que la canne c'est une graminée, hein, donc il faut rappeler ça que à l'origine on avait deux espèces sauvages, hein, la Saccharum robustum et la Saccharum spontaneum. Et par hybridation, on est arrivé à la Saccharum officinarum, qui est en fait l'espèce la plus développée, la plus utilisée, aussi bien par les producteurs de sucre que par les producteurs de rhum. Et cette espèce, elle a évolué grâce au progrès agronomique, hein, et ce qui fait qu'on a une belle variété de cette canne-là, hein, qui va, si on parle de couleur, ça va du vert pâle en passant par le rouge, le violet jusqu'à le noir, et ça donne effectivement ce qu'on appelle des monovariétales, c'est-à-dire un seul type de canne. Souvent on va nommer par la couleur maintenant, mais qui ont des numéros, comme vous le savez, hein, soit par exemple pour la canne rouge, ce sera la B64277, B parce que la souche provient de la Barbade, R quand ça vient de la Réunion, L de la Louisiane, etc. Donc ce sont des chiffres qui ne sont pas très parlants, donc on va parler plutôt de couleurs pour identifier des monovariétés en fait. Voilà très, très rapidement ce qu'on peut dire. Hein. Donc les cannes, en fonction de ce que ce qu'il faut savoir, c'est que la canne, en fonction de la flore et de la faune, et en fonction aussi du climat, du terroir lui-même, le producteur il va faire des choix. Hein. Il va faire des choix. On sait que par exemple que les cannes tendres font le bonheur des rongeurs. Donc si on est dans une région avec beaucoup de rongeurs, on ne va pas utiliser ce type de canne, on va prendre une canne beaucoup plus robuste. À l'inverse, si on a une canne qui supporte pas la pluie, on ne va pas la planter sur la côte est de la Martinique par exemple. On va choisir une typicité qui supporte l'humidité beaucoup plus que sur la côte on va dire Caribé, mer Caraïbe, où on va avoir des cannes qui vont supporter des terrains beaucoup plus secs, hein, ou plus calcaires. Bon, voilà, donc il y a une variété de cannes, et effectivement, monovariétal, c'est un type de canne. Oui, c'est-à-dire que les agriculteurs et les planteurs ont, sur plusieurs décennies, voire même les siècles, compris qu'il fallait tout simplement adapter en fonction du milieu le type de canne à utiliser, et en même temps ils ont commencé à moderniser tout ça, que ce soit au niveau de la canne mais également au niveau du rhum, donc on en parlait avec les parcellaires. Après, comme tu l'as dit Jerry, adapter les variétés en fonction des sols et de tout l'environnement, la faune et la flore. Mais on a également adapté les méthodes de coupe, les méthodes de plantation. On parle là récemment, on a parlé de
la méthode BPG, donc des boutures pré-germées sous serre, de rotation de culture également, notamment surtout en Martinique avec la banane, comme tu en parlais tout à l'heure, où effectivement tous les 5 à 6 ans, on change un champ de canne, on commence à y planter de la banane pour lui donner l'occasion de respirer un peu justement et de changer un peu son milieu. Et bien évidemment les terrains laissés en jachère ou les assolements, enfin voilà, toutes ces techniques qui ont été développées autour de la canne, qui sont finalement des techniques également utilisées dans d'autres agricultures et que les agriculteurs et les planteurs ont réussi à mettre au bout du jour avec la canne à sucre. Alors après, on va revenir sur le sujet des parcellaires qui est un sujet quand même qui nous intéresse un peu plus précisément dans cette émission aujourd'hui. Est-ce qu'on peut réellement parler d'un effet de mode ou est-ce qu'il y a un réel impact sur le rhum? Est-ce qu'il y a une réelle différence? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez peut-être un mot à dire là-dessus, Laurent? Oui, il y a des réelles différences. Si tu prends... je coupe un peu Laurent, mais... Vas-y, il n'y a pas de problème. Bon, je trouve que tu peux retrouver certaines typicités. Quand tu prends les La Favorite, la Digue ou le Bel Air, je trouve que on sent que c'est du La Favorite, mais quand même un petit truc qui change. Maintenant, est-ce que c'est ne dû qu'à ça? À voir. Je sais pas. J'étais pas là quand ils l'ont fait fermenter, quand ils l'ont distillé, mais à voir. Chez Longto, il y a quand même quelques différences aussi dans les parcellaires. On sent que c'est du Longto, encore une fois, mais il y a quand même quelques différences. Bon, elles sont pas toutes sorties en même temps, elles n'ont pas toutes été distillées plus ou moins dans la même période, mais je pense que ça peut un petit peu jouer. Enfin, il me semblerait que ça pourrait jouer. Bon, Jerry n'a pas l'air d'accord, mais... Exprime-toi, Jerry, exprime-toi si t'es pas d'accord. Non, moi je pense que l'impact du type de canne est minime en fait. Moi je pense que le plus important, ça se passe au niveau de la fermentation. Sur du type de fermentation. Après, on va jouer sur comme vous le savez, il y a la fermentation alcoolique, mais aussi il y a les fermentations secondaires. On aura la fermentation lactique, la fermentation acétique et la propionique. Donc en jouant sur ces 3 fermentations, on va développer certains profils aromatiques, puisqu'on va jouer sur les acides volatiles, qu'on peut contrôler en contrôlant la température, en contrôlant l'acidité, etc. Et donc on va avoir un profil de rhum. La canne en elle-même aura un petit impact, mais c'est pas ça qui va déterminer le profil exact du rhum. Et tu penses que les différences qu'on pourrait détecter viendraient que de la fermentation? Je pense que ça vient en grande partie de la fermentation. Mais donc du coup, ils ont quand même les process qui sont les mêmes, qui soient d'une canne à une autre, non? D'une canne à une autre, le process est le même, mais la fermentation n'est pas forcément... Ah oui, donc du coup ça joue. N'est pas la même. Oui, mais donc du coup ça joue. Tu as des distillateurs ou des rhummiers qui vont te dire, moi je te fais un profil canne rouge avec de la canne hybride. Ça, on l'a déjà entendu. Hein. Maintenant, la canne en elle-même, quand tu goûtes le jus, comme on l'avait fait avec François Longto, hein, donc tu goûtes le jus, il y a des petites différences. Mais en jouant sur les différentes fermentations, tu vas donner un profil aromatique à ta canne. À ton jus, quand je dis jus, à ton rhum après distillation. Après la distillation fera aussi un impact. Hein. Bon, évidemment que ce soit en colonne ou en alambic, il y aura un impact complètement différent, mais selon le réglage de ta colonne, qu'elle soit en cuivre, etc. Enfin bon, il y a différents éléments qui font que l'impact de la canne n'est pas prédominant. Pour en avoir parlé avec le créateur du premier monovariétal, qui est la canne bleue de chez Clément, on est tombé d'accord là-dessus. Donc, voilà. C'est marrant ça. Moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que, comme Roger, il m'a semblé, et après je vais revenir un peu sur ce que je dis là, mais il m'a semblé avoir certaines différences. C'est-à-dire que j'ai cette impression que la canne rouge a tendance à être en général plus fruitée, plus gourmande, qu'une canne bleue qui sera de manière générale, encore une fois, un peu plus végétale. Bon. Il se trouve qu'il y a des contre-exemples un peu. Et du coup, là, tu te dis, bah ouais, mais s'il y a un contre-exemple, ça invalide
la théorie complètement, parce qu'il ne devrait pas pouvoir y avoir de contre-exemple. Donc au final, je rejoindrais plutôt Jerry quand même, en disant que je suis pas persuadé que cet élément de la production, donc le type de canne, ait vraiment un impact sur ce qui sort de l'alambic, quoi. C'est un peu, pour moi, c'est un peu comme des gens qui voudraient comparer. Je sais pas moi, on peut pas contrôler toutes les étapes pour qu'elles soient identiques tout le temps. Alors évidemment, quand il y a du vieillissement, c'est encore bien pire. Sinon, enfin, tous les fûts seraient identiques, etc. Mais même sur du rhum blanc, j'ai l'impression que c'est un petit peu romantique, idéologique, de pouvoir croire qu'on va vraiment avoir cette nature de la canne et qu'on serait presque en train de boire le jus. Et comme tu disais, Jerry, il y a déjà, quand on boit de jus, une petite différence. Donc après la fermentation, après la distillation, en fonction des différents réglages, on dit que cette différence est vraisemblablement gommée, peut-être pas dans son intégralité, mais bon, voilà. C'est une question intéressante. Alors c'est vrai qu'on voit la différence quand on compare. Je veux dire, je me souviens d'un exercice qu'on avait fait chez la Favorite, où effectivement on avait eu l'occasion de goûter des jus de canne frais de types de canne différents. Donc là on parle juste en termes de variété, et on pouvait clairement constater une différence de goût. Gustativement, c'était assez marqué, je trouvais. Voilà, une différence de goût entre les deux variétés. Mais après, pour ce qui est, est-ce que ça sera le cas sur deux parcelles différentes? Si maintenant, imaginons, on a deux parcelles qui cultivent exactement le même type de canne. Ah oui, là, ce sera encore moins marqué, là. Oui, ça, oui. Voilà. Mais le but des parcelles, ce soit que les cannes soient un petit peu différentes quand même. Enfin, dans le cas de la Favorite, c'est vrai que chez Longto, il y a des rouges et des bleus sur différentes parcelles. Mais dans le cas de la Favorite, c'est le but initial. Ouais. Ça, donc, chez Longto, tu auras la canne rouge parcelle 1, la parcelle rouge et une différence. Est-ce que ça vient, là, ça vient pas de la canne, mais ça vient du terroir. Hein, là, ça devient un peu plus compliqué, quoi, mais bon. Voilà, mais donc on constate quand même qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu déjà dès le départ. Et là, on ne parle que de la production de rhum blanc. C'est-à-dire qu'on parle, comme disait Laurent, on ne parle même pas encore des rhums vieux avec l'intervention des fûts, des bois, etc. Donc ça reste beaucoup de paramètres qui peuvent influencer la qualité d'un rhum blanc. Enfin, mais ça reste quand même au niveau de la fermentation que c'est le plus important. Et c'est vraiment très contrôlé. Les rhummiers contrôlent vraiment leur fermentation en fonction du profil aromatique qu'ils veulent avoir. Si tu laisses plus d'acide acétate dans ton rhum, il n'aura pas le même goût, etc. Bon, on va s'en rentrer dans tous les détails chimiques, mais c'est l'étape vraiment importante où le rhummier va peaufiner le profil de son rhum. Et ça peut gommer complètement le jus, quoi, la typicité du jus. Du coup, est-ce que selon toi, Jerry, toute cette histoire de parcellaire serait plus un argument marketing que réellement c'est un argument. Je veux dire, la canne, la canne monoparcellaire, monovariétale, elle existe, elle a ses qualités, mais comme je disais, au niveau de la fermentation, que c'est cette étape très importante, et forcément il y a un côté marketing, sur lequel je ne désapprouve pas. Moi je trouve que c'est plutôt bien de jouer sur cet aspect, qu'on a cette typicité de la canne, même si elle n'est pas prépondérante. Ouais. Moi, j'ai eu un petit retour suite à pas mal de discussions avec des distilleries martiniquaises où effectivement on mettait beaucoup en avant pour le coup la fermentation, et j'ai eu un retour d'un maître de chai qui m'a expliqué que pour lui c'était même dès l'arrivage de la canne
où il allait savoir à peu près ce que ça allait donner. C'est-à-dire, en gros, quand il voyait la qualité de la canne, comment elle avait été coupée, la fraîcheur qu'elle avait, etc. Même si, bon, on sait que la canne arrive quand même quasiment toujours extra fraîche avant d'être broyée, pressée, etc. Voilà, il avait quand même une idée de là où ça allait l'emmener et de ce qu'il faudrait faire pour arriver jusqu'à un profil de rhum qu'il souhaite, en expliquant en gros qu'il pouvait après jouer sur le pH du jus de canne qui se transforme petit à petit avec les levures du coup en vin de canne, et puis finalement que l'étape de distillation arrivait finalement largement après, et oui, il pouvait encore rectifier des choses à ce moment-là, mais que bien en amont, il pouvait quand même orienter vers tel ou tel profil. Donc c'est vrai que là aussi, ça fait un peu relativiser, un peu réfléchir. Et bon, encore une fois, quand la canne arrive, bon, il regarde pas, hein, il regarde la coupe, oui, bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, enfin, comme vous le savez, c'est qu'ils vont mesurer le taux de Brix, mais aussi le fameux pH. Donc ça va leur dire effectivement, c'est pas juste la vue, hein, il y a des analyses qui sont faites. Oui, quand je dis il voit la canne, effectivement, c'est avec effectivement cette analyse de taux de sucre et cette analyse de pH de la canne. Non, c'est pas juste visuellement, sinon les gars seraient des dieux. Trop balèze. Mais effectivement, non, voilà, c'était plus dans ce sens-là. C'est que en analysant avec les. D'ailleurs, c'est justement pour ça qu'il y a un labo quasiment au niveau de la pesée chez pas mal de distilleries. Voilà, c'est pour ça, comme tu dis, que pour favoriser certains éléments volatiles, certains acides volatiles, ils vont jouer sur le pH, donc sur le taux d'acidité, ils vont jouer sur la densité aussi du sucre. Puisqu'il ne faut pas que ce soit ni pas assez sucré, ni trop sucré, puis ce n'est pas les mêmes éléments volatiles qui vont se développer. Donc, et tout ça se passe au moment de la fermentation. Non, c'est vrai. Après, c'est vrai que j'ai un côté très cartésien et à aimer le côté empirique, donc c'est vrai que si on voulait vraiment répondre à cette question parcellaire, marketing ou vraie différence, il faudrait vraiment faire un testing à l'aveugle, croisé avec effectivement tout un tas de variables. Bon, tant qu'on l'a pas fait, c'est difficile à affirmer que ce soit vrai ou pas vrai. Maintenant, voilà, c'est vrai que, en tout cas, sur le résultat final, une fois qu'on a dans la bouteille et dans le verre, on y voit des différences évidentes. Est-ce qu'elles proviennent vraiment du type de canne pure et dure, oui ou non? Moi, je serais ni catégorique dans un sens ni dans l'autre. Mais bon. En plus Olivier, comme tu dis, le côté faire une sorte de check avec une dégustation à l'aveugle pour vraiment, voilà, on fait cette expérience, mais il faudrait le faire sur je ne sais combien d'années de récolte. Faut garder à l'esprit les conditions climatiques de chaque année. Enfin, pour moi, il y a vraiment trop de variables. En effet, alors le terroir, comme disait Jerry, mais donc le terroir, ça va être la terre, la main de l'homme sur la récolte, ça va être l'ensoleillement, les précipitations. Enfin, tout ça fait que moi, je le vois plutôt. Alors, mon avis est double. Je le vois plutôt comme un argument marketing quand on met vraiment parcelle numéro 58, canne rose et que sais-je. Mais en même temps, et c'est là que ça m'intéresse malgré tout, c'est juste que chacune de ces expressions propose quelque chose de différent. Et du coup, il est tout à fait possible qu'un jour, la canne violette de la parcelle numéro 2 me plaise énormément, et une autre fois, ce sera la canne marron de la parcelle 117. Mais je crois qu'il ne faut pas trop essayer de recouper par justement c'est quelle parcelle, c'est quelle canne, juste ce millésime entre guillemets, mais cette récolte-là, elle me plaît. Ça ne veut pas dire que le deuxième batch, il me plaira aussi, ou le troisième, etc. Voilà. Non, mais quand je dis qu'il y a un côté marketing, quand tu vois que maintenant tu as, je sais pas, des cannes genoux brisées, bien tournois à la cheville enflée, ou je ne sais quoi, voilà quoi, ça commence à faire bien, quoi. Alors, justement, pour nous octroyer une petite pause dans ce sujet qui est quand même assez lourd, quelque part, je nous ai préparé un petit jeu, enfin je vous ai préparé un petit jeu où je vais vous demander de participer tous les quatre, et ça va être un jeu plutôt simple sur le principe.
Mais en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à tour de rôle, je vais vous citer des références de rhum. Et ça sera à vous de me dire, à tour de rôle, si c'est un parcellaire ou non. D'accord ? Alors, ça c'est la base. Mais donc, quand je donne donc une référence à Jerry, les autres n'interviennent pas. Si Jerry a la bonne réponse, c'est 2 points. Si Jerry n'a pas la bonne réponse, c'est 0 points. Et si Jerry a un doute, il peut demander de l'aide à l'un d'entre vous. Si c'est une bonne réponse, c'est 1 point chacun. Donc vous pouvez faire gagner. Par contre, si tous les deux vous gourez, c'est moins 1 point chacun. Ouh là là. Oh putain. Ça, c'est les scores négatifs, ça. Croiser la tête, t'as rien à faire après, quoi. Ah, si. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a des pièges. Havana Club. Oh putain. J'aimerais la présence de Maître Nadjar en huissier de justice, s'il vous plaît. Alors, allez, c'est qui se lance ? Allez, on commence par qui ? Dites-moi. Allez, vas-y. C'est monsieur qui a inventé le rhum, hein. Involontaire ? Allez, on va commencer par Jerry. Jerry, t'es prêt ? Donc les autres, pas un mot, hein. Pas un mot. Jerry, c'est bon ? Bah non, on se jette à l'eau. Hein. Alors, Enfin, dans le rhum. Ouais. A1710, la perle rare bio. Oui. Est-ce que c'est un parcellaire ou non ? Est-ce que c'est un parcellaire, mais de qui ? D'un cultivateur, d'un petit producteur ou de... Est-ce que c'est un rhum fait à partir d'une seule parcelle ? Voilà. Ah, d'une seule parcelle ? Ouais, est-ce que c'est un parcellaire, quoi ? Voilà. C'est le thème en même temps. Une parcellaire d'une seule parcelle ? Pas monovariétal, parcellaire. On parle pas de mono. Là, je te demande juste Alors, parcellaire. je dirais parcelle, oui, une parcelle bio. Très bien. Ça fait 2 points pour Jerry. En effet. Et Perle voilà. rare bio, c'est un parcellaire de chez A1710. Le patron. Alors, je vous prends dans l'ordre comme je vous ai là. Hein, donc le prochain, ça sera Laurent. Voilà. Et merde. Et- Ouais. Alors, Laurent, pour toi, j'ai le HSE QV de l'an 2016. Non. C'est pas un Moi, je parcellaire ? dis non. Non, je dis que c'est pas un parcellaire, moi. Très bien, c'est 2 points. Effectivement, ce n'est pas un parcellaire. Ensuite, notre cher Roger. Alors, vous aussi, hein, si vous nous écoutez, vous jouez sûrement en train de nous écouter. Peut-être vous pouvez deviner, nous mettre les réponses peut-être en commentaire, je ne sais pas. Si vous êtes dans votre voiture, avec vos collègues, avec vos amis, pas plus de 6, bien sûr, pas plus de 3. C'est une voiture, oui. Voilà. Ne serait-ce que pour la sécurité routière. Alors, Roger, mon cher Roger, Yeah. toi, je vais te demander à... J'ai l'impression que tu choisis les questions, c'est vraiment très désagréable. Ouais, non, en fait, j'ai la liste là et j'ai On qu'à veut te choisir, en piéger. fait, c'est pour ça. J'ai qu'à Piégé, choisir. Roger. J'ai qu'à choisir. Le distillat de Bologne. Alors j'ai rien entendu parce que tout le monde parlait. Voilà. Je répète, donc, le distillat de Bologne. Ah. Est-ce un parcellaire ou... J'en ai aucune idée, j'aurais tendance à dire que non. Tu restes sur cette réponse ? Aïe, aïe, aïe. Si tu as un doute, Ça, tu c'est- peux demander de l'aide, hein. Je te répète. Un Belge qui demande de l'aide à des Français, depuis quand ça se fait ça? Faire des problèmes. En même temps, ce que tu peux faire, Roger, si tu penses que personne n'a la réponse, tu mets quelqu'un dans la merde. C'est Ça ça. bête. Tu peux mettre quelqu'un dans la merde, en fait. C'est ça qui est marrant. Ouais. Ben écoute, on va demander à Laurent, alors, vu qu'il a eu la bonne idée et qu'il a déjà 2 points. Bon, alors du coup, voilà, donc les 2 points sont partis. Maintenant, c'est soit 1 point chacun si vous avez la bonne réponse, soit moins 1 point chacun si vous ne l'avez pas. Oui. Tous les deux, qu'est-ce que vous me dites, le distillat de Bologne ? Parcellaire ou non ? On ne triche pas sur son téléphone. Ouais, il a l'air. Hein. Ah oui. Ouais. Laurent, il regarde quelque chose, là. Non. vois Laurent, il Du Dofus. Laurent, Ouais, en fait, ils s'emmerdent. Laurent, il dirait non. Laurent, il dirait non, mais on n'est pas sûr. Voilà. Ouais. Aussi, donc. Voilà, on va dire non. On reste là-dessus ? Alors, Benoît. Ah ouais, on reste là-dessus. Et c'est une bonne réponse. Youhou. Ce n'est pas... Le distillat de Bologne n'est pas un Bien, parcellaire. ça. Voilà. On enchaîne avec notre cher Olivier. Alors Olivier, Oui. pour toi, le Longto XO
de la confrérie du rhum. Oh putain, de la confrérie du rhum. Il y a eu un XO. Et Je veux oui, dire. évidemment. Non, mais il s'appelle XO. Non, mais c'est surtout que c'est un single casque, vieux, 6 ans, etc. Mais. 6 ans, oui. XO, quoi. Oui, Touche moi, pas sur les il n'y bras. a pas écrit XO. Arrête de jouer la Alors, montre. tu peux Merde. demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide. Non, il n'y a pas besoin. Mais non, mais bien sûr que c'est un parcellaire, parce que c'était la fameuse parcelle blanche qui a été vieillie 6 ans. Très bien, voilà. Ça Ah te oui, donne Quelle également- parcelle? Quelle parcelle? À quelle parcelle? Le numéro de la parcelle. T'as un point bonus si t'as le numéro de la parcelle. Sérieux? Alors, putain. Alors, c'est facile. C'est une parcelle Il a la bouteille devant qui lui, n'est pas putain. officielle. Non, mais non, moi je l'ai pas. Numéro. Bon, on va dire 7. Non, c'était la Merde. 11. C'était la 11. Et la 11. Ah, Eh merde. ben non, t'aurais dû me demander, ça m'aurait fait un point de plus. Et c'était de la Oui, c'est canne, vrai. c'était de la canne bleue, effectivement. C'était de la canne bleue. Alors, Jerry, pour toi, Matco la digue. Oh putain, je connais pas ça. Attends, Manco la digue. Parce que je connais la favorite, la digue. Ça, c'est pas encore arrivé ici, ça, la Manco la digue. C'est pour ça que je te la pose à toi. Et ouais. Est-ce que c'est une parcellaire? Ou Ouais, la une question est toujours la même, hein. Non, Toujours mais parcelle, ouais. Parcellaire. Nous, Parcelle. Pardon? Monovariétal ou parcellaire? C'est toujours parcellaire la question. On parle pas de monovariétal. On parle que de parcellaire. Manco la digue, bon, je dirais non. Et si, effectivement, c'est une parcelle donc des héritiers Qui s'appelle la digue. qui se trouve au Lorrain. Ouais, mais qui appartient à Ah, au qui? Lorrain. Yann, Pardon? elle appartient à qui, la parcelle? Il Ah, a peut-être Stéphane pas- Matco. Ah oui, Ouais. Et donc c'est un pour le coup c'est un rhum en grande distribution disponible en Martinique. Tiens donc, ok. Voilà, donc pas de points sur ce coup-là. Ensuite, Aïe. on revient donc sur Laurent. Alors oui, Laurent. Ah bah tiens, Laurent. À 1710, la perle brute. Ah, Je crois que oui, et je crois même qu'il donne le nom du oui. du non. gars qui a du récoltant, de l'exploitant. Voilà. La Bon, j'ai perle pas la brute. version. La perle brute. Oui. Ouais. Ouais. alors Bah non, c'était pas Ah ça. non? Ah bah tu vois, tout le monde s'était planté, donc je pense qu'il faut me rajouter 2 points. Celle du célèbre Monsieur Octave, ou je sais pas quoi. Enfin, célèbre, pas du tout célèbre. Bah Non, oui, non, donc. Je crois que c'est. Mais il a 2 parcelles, du coup, peut-être, le garçon. Ah là, c'est ça. On donne effectivement le nom du planteur, qui est Paul Octave, Ouais. Ah. mais Mais il a planté les autres. c'est plus d'une parcelle parce qu'on a en plus 2200 cols de la perle. Il avait un bon coup de pioche, Voilà, donc il y a c'est plusieurs ça. parcelles. Ouais. Roger, à ton tour. Alors Roger, pour toi, je vais dire De Paz, cuvée des Alizés. Ah oui, c'est une parcelle. C'est la parcelle des Alizés. Et non. Ben, c'est complètement naze, alors. Et non. T'appelles pas ça comme ça, alors. T'appelles Les Alizés, de c'est base. Des Alizés, c'est parce que C'est sur toutes les parcelles. De Paz, cuvée des Alizés, c'est de la canne qui a été récoltée pendant la période des Alizés, mais ce n'est pas. Eh oui, c'était la période où t'entendais c'est moi, hello, Elité. Ok, alors coupez son micro vite. Ah, bah, je trouve ça un petit peu. Voilà. Mais oui, il y avait ce morceau là. Tu connais pas Alizé? Arrête, En Belgique, alors, c'est pas arrivé. Alors, Ok, c'est au pardon. tour Pas arrivé d'Olivier. jusque chez nous. C'est au tour d'Olivier. Oui. Olivier, bah, pour toi, ça sera la cuvée de l'agronome d'A1710. On est sponsorisé par Tu as 1700. reçu des bouteilles, bien sûr, Benoît. Hein. Tu partageras. Hein. Ouais, on dirait, hein. Bah, l'agronome, il y a eu une seule cuvée, elle n'a pas été réinitialisée, enfin en tout cas rééditée, donc j'aurais tendance à dire que oui. C'est sûr? Bah, je pourrais tricher, aller voir mes notes, mais je vais pas le faire, donc ouais, je vais rester sur oui. Très bien, effectivement. C'était une seule parcelle du CTCS Oui. qui se trouve à Petit-Morne. Et il y a eu effectivement que 771 exemplaires de cette bouteille de cette Ouf. époque 2018. Voilà. Pas beaucoup, hein. Voilà. Alors, on
on est à la moitié du jeu. On a Olivier qui mène avec 4 points, ensuite Laurent avec 3 points, Jerry avec 2 points et Roger avec 1 point pour l'instant. Mais rien n'est gagné parce que ça va se corser un tout petit peu. Oh putain. Ah, bah, c'était trop facile. Jerry, le Dillon canne rouge. Oui. Est-ce que c'est un parcellaire? Un parcellaire, non. Très bien. Ça fait 2 points supplémentaires pour Jerry. Voilà, il n'est pas tombé dans le piège. C'est pour le coup monovariétal, oui, mais pas forcément parcellaire. Ouais, il y a plein de parcelles en rouge. C'était quoi le piège? Il n'y a pas de piège là. Bah, rouge, tu te dis, ouais, c'est peut-être une parcelle où il n'y a que du rouge. Et bah non, mon pas gars. du tout. Tu parles de la variété, pas du. Jean-François Piège. Je sais pas voir. Voilà. Laurent, le bielle canne grise. Non, c'est pas parcellaire ça. Il y en a beaucoup trop. Tu es sûr? Ouais. Je n'ai pas entendu. Le bielle canne grise. Donc non, la réponse est non. Très bien. Bah pareil, ça fait 2 points. Ich habe nein gesagt. Très bien, très bien. Bielle canne Ce grise. qui veut dire. Il s'énerve, attention. Oh putain. Il était où le piège, hein. Roger, petit cadeau pour toi, le Naisson Bio 52,5. Ah, facile. Ça, c'est moins. Ah, c'est le Ça, bio. on rigole moins là. Ah. C'est bien que les premiers c'était en conversion bio, donc j'imagine que c'était des parcellaires. Je dirais que celui-là aussi. Je dirais celui-là aussi. Et non. De toute façon, j'avais pas envie de gagner, je le fais exprès. Je vous emmerde, j'ai le somme. Alors, Olivier, j'enchaîne pour toi avec le JM Joyau Makuba édition limitée. Oh putain. J'aurais tendance à dire que non. Tu es sûr? Ouais, parce que franchement, vu le nombre d'hectares qu'ils ont, s'ils s'amusent à faire du parcellaire. Ça reste une édition limitée, ça se pourrait. Oui, mais parce qu'ils ont fait une bouteille mignonne. Mais bon, si tu veux. Non, c'est pas que la bouteille, c'est pas que la bouteille. Ouais. La particularité. On essaye de t'influencer. On n'influence pas, les garçons, on n'influence pas. Oh, franchement, JM, c'est pas trop le genre de la maison, j'aurais tendance à dire. Et si je me plante, eh ben, je ferai mon mea culpa auprès de Karine. Non, C'est effectivement, pas bien, ce n'est pas un parcellaire. Bon, non, ils ont que ça à foutre avec leurs 100 000 hectares. Là-dessus. On jouait sur la distillation. Alors, dernière manche, donc on a 6 points pour Olivier, 5 points pour Laurent, 4 points pour Jerry et 1 point Je pour suis Roger. talonné. Ah, je reviens. Jerry, je vais te demander le Rémoninck Phoenix. Oh. C'est quoi ça, Raymond avec Phoenix? Il faudrait que tu nous dises ce que Rémoninck c'est. Phoenix, alors c'est un rhum d'une récolte 2018. Si t'as besoin d'un point, j'ai la réponse. Une récolte 2018 qui est sortie à 50 degrés. 2018, mais qui est sorti où? J'ai jamais vu. Je peux pas Juste en Guadeloupe pour l'instant. sorti juste en Guadeloupe. J'ai la réponse si t'as besoin d'un coup de main. Ah, on a le droit de. C'est on a le pas droit de se parlant. prendre. Non, on triche pas, c'est juste s'il demande. Envoie-moi un SMS si tu veux. Ok. Jerry, tu me fends le cœur, Jerry. Alors Jerry, tu dis quoi? Tu prends un coup de main, tu y vas tout Phoenix. seul? Ah mais non, c'est un jeu, on gagne ou on perd. Je dirais non. Tu dirais que? Je dirais non, mais je me gourre. Non, effectivement, ce n'en est pas un. dire oui alors. C'est sur la fermentation qu'ils ont fait cette cuvée. Effectivement, c'est Les une levures. souche de levure particulière en fait sur cette cuvée-là. Ouais. Des levures parcellaires. Voilà. Des cendres de phénix. Donc voilà. Absolument. Levuré. Donc on en revient à la fermentation, donc pour avoir. Voilà, la- c'est ça. Laurent, Ouais. Trois-Rivières, canne brûlée. Ah. Ah. Ah ouais. Ah ouais. Ah, Ah, ça tique un peu là. Alors. et je t'avouerai que pour avoir l'info moi-même, il a fallu que je demande directement auprès du maître de chai. Parce que je ne l'avais pas. Bah, laisse-moi appeler Daniel. Je Vas-y, reviens. vas-y. Je vais dire que non. Parce qu'il me semble qu'il y a quand même beaucoup de bouteilles. Hein. C'était des trucs pour le bar et tout.
et qu'on retrouve même chez les cavistes. Donc je dirais non. Je pense que c'est plusieurs parcelles qui ont été brûlées. Mais voilà. Tu restes là-dessus? Mais absolument. Eh ben si. Eh ben non. Daniel s'est trompé. Daniel, si tu nous écoutes, ce n'est pas le cas. Brûlé Eh ben si, pour des raisons clairement de sécurité et d'autorisation, c'est une parcelle qui est brûlée à chaque production. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc d'accord. Techniquement, c'est un parcellaire. Voilà. Même si c'est pas mis en avant comme tel. Ok. C'était effectivement pas évident, c'était un peu plus recherché sur celui-là. Roger, mon cher Roger, le Saint James brut de Cologne. 74 degrés. J'aurais tendance à dire non. Maintenant je l'ai, mais je vais pas regarder l'étiquette parce que c'est pas la même pièce, mais ça m'a pas frappé quand je. Ouais, non, pour moi je dirais non. En fait, hein, c'est ça. Oui, c'est pas parce que ça l'est qu'il est l'inscrit, mais. Je sais pas. Comme à chaque fois je me gourde de toute façon. On va dire non. Bah, c'est une bonne réponse, effectivement, ça n'en est absolument pas. Hein. Donc j'arrive à 8 points là, d'un coup. Parce que c'est un bio, c'est un brut de Cologne, ça vaut plus de points. Pas du tout. Tu es à 3 points. Et donc, la dernière question revient à Olivier, sachant que Olivier et Jerry sont actuellement ex-aequo. Donc, Olivier, si tu as une bonne réponse, tu gagnes. Sinon, pour rester à ex-aequo, il faudra faire une manche en or. Ok. Tout dépend de toi maintenant. Alors, Olivier, toi, je vais te donner... Le truc le plus dur. HBS cuvée Dame Jeanne. Non. Pour moi, c'est pas un parcellaire. T'es sûr? C'est mon dernier mot, Benoît. C'est ton dernier mot? Oui. On peut mettre le générique de Qui veut gagner des millions, la musique comme ça. Absolument. Les autres, vous en pensez quoi? Ce qui est mis en avant, c'est le fait qu'il est posé dans les Dames Jeanne après. Non, mais le truc, c'est qu'après HBS, ça reste tout petit. On n'est pas passé chez HBS comme vous il y a 2 semaines, donc on peut pas alors, je pense pas qu'on en ait parlé justement il y a 2 semaines. Non, justement, on n'en a pas parlé. C'est vrai. Et comme il n'y avait pas de bouteille à vendre lorsqu'on est venu, j'avoue, j'ai pas pu zioter les étiquettes. Mais j'aurais tendance à dire que non, parce que comme Laurent, pour moi, la spécificité vient du repos en Dame Jeanne, mais pas de la parcelle en particulier. En même temps, ils ont des petites parcelles, donc ça peut être les deux. Oui, c'est vrai que ça pourrait être les deux, ouais. Tout à fait. Bon, donc, en tout cas, ils l'ont pas mis en avant spécialement dans leur marketing. Ouais. Comme. Et ben effectivement, ça n'en est pas un, tout simplement. Et voilà. Bim. Voilà. Bam boum. Mais, on va quand même mettre une petite manche en or, juste pour le fun, parce que collecter des points c'est bien. Mais celui qui a la bonne réponse, histoire de donner une chance à Roger, celui qui a la bonne réponse à la suivante, gagne la partie tout simplement. Hein. Oui, c'est un parcellaire. C'est le super banco. Rémoninck, cuvée du centenaire. Voilà. Putain, c'est tout pour moi, bonsoir. De toute façon, on est 4. À un moment, il y en a un qui va dire un truc. Si c'est pas ça, quelqu'un d'autre va dire un autre truc. Donc, faut y aller, les gars. Allez-y. Et moi, je vais dire oui. 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 Ah, je veux le bar. J'étais avant. Moi, je dirais non. Ah bah. Et Jerry, peut-être. Oui. Jerry dit ça va dépendre je donne 10 points supplémentaires à ceux qui ont donné la bonne réponse. Celui ou ceux qui ont donné la bonne réponse. Oh là. Donc, comme ça fait un gros écart. Voilà. Jerry ? Comme il a dit non, je vais dire oui. Et pour le coup, c'était non. Donc c'est Olivier qui prend les 10 points tout seul, les autres. Donc Olivier est le grand gagnant de notre concours. Avec 413 points. Parcellaire ou pas parcellaire, et donc avec 17 points, hein, quand même, 18 points. Merci. Donc. Et tiens, juste pour rigoler, UF32 de chez Vélier, parcellaire ou pas ?
Ah oui, c'est une parcelle. Je sais que c'est monovariétal, mais après, par contre, C'est une parcellaire, parcelle. C'est une Ça parcelle ressort. puisque c'est l'indication de la parcelle. Voilà, ok. Oh, joli. Jean-Michel précis. Normandie, T'envoies des samples 17 points. Très bien. Parfait. Alors, on va juste revenir rapidement donc sur le sujet du jour, et je voulais parler avec vous un peu en termes de. On parle beaucoup d'éco-responsabilité, d'impact sur l'environnement, etc. Et je pense que l'agriculture de la canne est pas mal impactée par ça, déjà par les problèmes que les Antilles ont de par le passé, avec certains produits qui ont pu être utilisés pour certaines cultures. Après, est-ce que, selon vous, on en fait assez en termes d'environnement au niveau de la culture de la canne aujourd'hui? On a certaines choses qui sont mises en place, on a limité de par l'AOC, du moins pour la Martinique, tout ce qui est utilisation d'herbicides, fongicides, etc., et traitement des sols, mais est-ce que selon vous, et ça c'est vraiment à titre personnel, on en fait assez à ce niveau-là? Bah, moi, ce que je pourrais dire de ce que j'ai vu en Martinique et en Guadeloupe récemment, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience, mais qui date pas d'hier, hein, et qui n'ont pas attendu les arguments marketing ou autres pour le faire. Je pense que quand tu fais du rhum, à moins d'être un énorme groupe qui en a rien à foutre, mais quand tu es en tout cas dans les Antilles françaises ou, on va dire, même en Guyane ou sur d'autres territoires comme la Réunion ou autre, en tout cas, enfin bref, quand t'es pas à l'échelle, on va dire, de Bacardi et Havana, c'est quelque chose qui te préoccupe parce que à un moment donné, le mec qui va cultiver ou qui va couper la canne, il va pas être si loin de toi dans ta vie de tous les jours. Tu vas le croiser, tu vas lui dire bonjour, tu vas pouvoir, entre guillemets, le solliciter sur ces questions-là. Et donc, si t'aimes la terre, si un minimum tu te revendiques agriculteur, c'est quelque chose qui va t'interpeller. Après, alors, c'est quelque chose qui n'était pas le cas il y a une trentaine, 40 oui, années. bien sûr. Non, je parle vraiment. Maintenant. Voilà, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, en tout cas depuis le temps que moi je m'y intéresse. Avant ça, effectivement, je serais bien mal avisé de donner mon avis là-dessus parce que j'étais pas là. En tout cas, je m'y intéressais pas. Mais par contre, il y a une réalité qui fait que, bien sûr, quand tu es agriculteur, tu es intéressé par de la rentabilité, quand même un minimum, hein. Tu cherches à ce que tes parcelles soient rentables et donc tu puisses les exploiter autant que possible. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a ce qu'on appelle effectivement, comme tu le disais, de l'agriculture raisonnée qui fait que, à un moment donné, tu te dis que oui, tu peux faire plus, mais ça va être aux dépens de la qualité de tes rhums, quoi. Donc, si t'es un très très gros groupe, tu vas pouvoir noyer ça et mélanger ça et puis t'en sortir. Si t'es une petite distillerie, ça va se voir direct, quoi. Donc, alors après, on a tout de même des grands groupes. Là maintenant aux Antilles françaises qui font quand même pas mal d'efforts à ce niveau-là. Ah oui, bien sûr. En termes bien sûr, d'environnement, et qui trouvent un entre-deux, bien sûr. Je sais que depuis quelques années, on parle notamment des méthaniseurs mis en place par la Martiniquaise, que ce soit chez Saint-James ou chez De Paz. Bien sûr. L'utilisation de panneaux solaires sur un paquet de distilleries également. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et aujourd'hui, oui, l'agriculture raisonnée, comme on parlait, que tout le monde essaye de pratiquer d'une certaine manière, si on n'en est pas encore au bio, quoi. Mais par contre, le problème du bio, au niveau de nos producteurs français, on est en avance, je pense, par rapport à d'autres pays producteurs de rhum. Pas tous, enfin certains, la majorité sûrement. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'efforts qui sont faits dans d'autres pays également, hein. Si on prend l'exemple d'une distillerie comme Don Q, par exemple, qui fait énormément à leur niveau en termes d'environnement, ils sont assez bien placés également pour le faire, mais c'est clairement pas la majorité, c'est sûr. Mount Gay aussi fait beaucoup d'efforts à ce sujet-là, à la Barbade. Ouais. La Rouillarde aussi, hein, ils sont en train de mettre des panneaux solaires. Pour répondre à ta question initiale, Benoît, est-ce qu'il y a assez qui est fait pour aller dans ce sens-là? Moi, j'ai tendance à dire non,
dans le sens où il peut jamais y avoir assez, ni même trop, c'est sûr. dans ce sens-là. C'est vraiment un mouvement plus qui s'est amorcé depuis quelques temps, mais qu'on peut juste souhaiter qu'il devienne plus grand, plus important, plus rapide, qui concerne de plus en plus de monde. Moi, il y a une de mes visites quand j'étais en Martinique qui m'avait enfin j'avais plusieurs, mais il y en a une qui m'avait marqué sur ce point-là, c'était quand j'étais allé voir Nesson, et c'était vrai que Grégory Nesson se définissait pas mal comme un agriculteur avant tout. Et donc il avait vraiment cette réflexion poussée, je dis pas que les autres l'ont pas, mais là on en a vraiment parlé sur la terre, sur la canne, sur les techniques potentielles pour le désherbage, pour tout ce genre de choses, et un truc entre autres qui m'avait frappé, c'était d'utiliser certains types d'herbes, certains types de plantes pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Ouais. Et donc j'avais trouvé ça quand même très très intelligent, et c'était leur agronome Julie, si je dis pas de bêtises, mais c'est peut-être une bêtise, qui travaillait à ça et qui faisait plein de tests avec différentes plantes, en gros pour faire en sorte que ces plantes-là allaient étouffer les mauvaises herbes, mais pas la canne. Et du coup, il n'y avait pas besoin ensuite de mettre des désherbants, des produits chimiques, etc. Ça, c'était intéressant. Oui, d'autant que je crois que ces herbes-là relâchaient après un nutriment pour la canne. Alors, est-ce que c'était du phosphore, est-ce que c'était autre chose, je sais plus, mais ouais, il y avait vraiment ce côté cercle vertueux. Ouais. Je comprends pourquoi le Nesson il coûte cher. Il ne faut pas dire Nesson c'est cher après. Mais qui dit ça? Non, pas toi, je dis ça pour les gens qui critiquent. Ah ouais. Ok. Bah voilà, c'était tout. Je pense qu'on a fait le tour de la question, à moins que Laurent souhaite encore m'interrompre. Oh bah non, je viens de finir. C'est presque comme si moi je m'interrompais moi-même si je reprenais maintenant. C'est pour ça, tu vois. Chopé au bon moment en fait. Ouais, bien vu. Alors, par contre, moi je peux tout à fait interrompre si vous voulez. Merde, je l'avais pas vu. Juste pour dire qu'on a quand même pas mal de retours de gens qui nous expliquent qu'en gros, le bio à tout prix est un casse-tête. Parce que tout ce qui est un petit peu législation européenne n'aide pas vraiment. On a eu des retours de distilleries qui nous expliquaient que même s'ils ont des cuvées bio, si demain il fallait mettre tout en bio, en gros, il fallait mettre la clé sous la porte quasiment peu de temps après, quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu malheureux parce que on aurait pu imaginer que l'Europe ou même la France, en tout cas pour parler des Antilles françaises ou de la Réunion ou de la Guyane, pousserait dans ce sens-là, mais finalement, à l'échelle européenne, ils sont bien emmerdés parce qu'il y a un petit peu aussi la logique de ne pas vouloir complètement mettre de côté tous ceux qui font pas du bio, et donc la législation bio n'est actuellement hyper coûteuse et pas forcément très rentable, en tout cas pas rentable pour une petite exploitation pour faire que du bio, quoi. Ouais, effectivement, le 100% ça, effectivement, bio, c'est vraiment quelque part un rêve impossible, en fait. Pour l'instant, oui, absolument. Tant que les législations, en tout cas, seront dans ce niveau-là, on a eu, pareil, on va pas forcément citer les uns ou les autres, mais en tout cas, on a eu des histoires incroyables, quoi, où on t'expliquait en gros que tes 3 fûts de bio, si tu faisais vieillir du bio, il fallait pas que tu le mettes dans un chai où il y avait d'autres fûts qui sont pas bio, comme s'ils allaient te contaminer ou je sais pas quoi, et qu'en gros il fallait que tu crées que un chai bio. Enfin, quand on imagine la thune que ça doit représenter, tout ça pour mettre 3 fûts, malheureusement ça va complètement couper les ailes à des gens qui avaient des envies d'autres choses, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que certaines distilleries n'ont tout simplement pas décidé ont décidé plutôt de ne pas vouloir s'aventurer dans le bio et plutôt tenter de faire de l'agriculture raisonnée, chose qui leur est peut-être beaucoup plus simple et qui est beaucoup plus facile à mettre en place tout en respectant autant l'environnement via d'autres techniques. Comme on le disait tout à l'heure, avec les plantes qui viennent remplacer certains herbicides, ou même encore récemment, comme j'en parlais tout à l'heure, des boutures prégermées, qui permettent également de gagner pas mal, de faire pas mal d'économies, notamment sur les herbicides. Donc voilà. Ok. Alors, on a fait le tour de la question. Maintenant, il nous reste bien évidemment le temps de la licorne. Donc, absolument. Olivier, chasseur de licorne, qu'est-ce que tu nous as chassé cette fois-ci? Puisqu'on parlait de parcellaire, j'ai eu envie de parler de Longto, et puis quitte à parler de licorne, j'ai eu envie de parler de la Longto 1940. C'était une parcellaire.
Non, a priori non, à l'époque non. Donc, pour ceux qui connaissent pas la distillerie Longto, c'est une distillerie guadeloupéenne qui a forgé un peu sa réputation récente sur justement ses cuvées parcellaires et puis sur tout un tas d'autres cuvées également qui ont très bien fonctionné. On va pas revenir en long, en large et en travers sur la distillerie Longto. On peut dire en tout cas que c'est une affaire familiale depuis 1895, qui a vu 5 générations succéder. Au départ, c'est Henri Longto qui a racheté la plantation Sainte-Marie au marquis du même nom, ce qui a donné donc au nom du domaine du marquisat de Sainte-Marie. Si vous cherchez, si vous êtes en vacances en Guadeloupe et que vous cherchez effectivement Longto, vous verrez ce nom de domaine du marquisat de Sainte-Marie. Pas mal de 5 générations qui se succèdent actuellement. Donc on a François Longto père et ses 2 fils Nicolas et François fils. On va dire un peu l'expansion de cette distillerie qui, même si elle est historiquement très ancienne en termes de quantité de production, n'est pas une énorme machine, ni en Guadeloupe ni sur on va dire la carte des producteurs de rhum mondiaux. Pour vous donner juste une petite info, le chai de vieillissement de Longto, c'est environ 300 fûts de rhum vieux. Donc voilà. Pour en revenir donc à ce bon vieux Longto 1940, on est sur un rhum qui a été embouteillé à 49 degrés. On n'a pas tellement d'idées, même en ayant creusé, en ayant posé la question sur son âge précis. On sait que c'est effectivement, bien sûr, et ça semble évident, au minimum un rhum vieux. Maintenant, voilà, on ne saurait pas trop le chiffrer. On sait aussi qu'il fait partie de la composition de la cuvée des 120 ans de Longto, sortie il y a quelques années maintenant, pour la simple et bonne raison en fait que ce millésime 1940 a été un grand succès à l'époque lors de sa sortie de la distillerie Longto. Pour ma part, j'ai réussi à le déguster grâce à une vente aux enchères. En fait, il y avait un sample d'une 20aine de centilitres qui a été mis en place par Ma Part des Anges, qui est l'association caritative présidée par Marco Livreau et Cyril Veglars du Bloc du Rhum. Et effectivement, un cadeau par François Longto de 20 centilitres de cette fameuse cuvée Longto 1940 et que j'ai réussi à acheter aux enchères et que j'ai séparé en on va dire 6,5 samples parmi des gens qui étaient curieux de goûter ce rhum. Après, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont dégusté. Comme souvent les rhums. Ouais. J'étais intéressé aussi, mais j'ai pas eu de temps. Tu nous as rien envoyé, donc on n'a pas pu. Ouais, c'est vrai. Donc non, voilà, après, ça s'arrête ici. J'aurais tendance à dire que, comme pas mal de rhum de ces années-là, on est uniquement sur une analyse organoleptique et gustative pure, et donc qui n'engage que moi sur un mélange de mélasse et éventuellement d'agricole, donc de pur jus de canne, puisqu'on a vraiment une trame très marquée, fruits cuits, cacao, sous-bois, bois humide, etc. J'ai trouvé la longueur correcte, mais sans plus. Par contre, effectivement, un nez très aguicheur, comme pas mal de ces vieux millésimes guadeloupéens d'époque. Pour moi, c'est un rhum à déguster en ayant conscience de l'histoire derrière, pour vraiment pouvoir l'apprécier. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette cuvée Longto 1940. En tout cas, merci Olivier. Donc, pour cette nouvelle licorne, on te retrouve de toute façon dans 2 semaines pour une autre licorne, je suppose. Absolument, avec plaisir. Est-ce que tu peux déjà nous donner un petit avant-goût de ce qui va venir ou pas du tout ? Je peux vous dire que c'est vieux, ce qui n'engage à rien. C'est la chronique. Super, merci pour cette information. Donc voilà, cette émission touche à sa fin. Écoutez les gars, moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver, ainsi que vous, chers auditeurs. N'oubliez pas que vous pouvez écouter cette émission sur toutes vos plateformes préférées, de Spotify à Deezer, à YouTube, à Google Podcast, etc. N'hésitez pas à nous donner quelques notes, des étoiles, j'ai toujours bien pris quand c'est demandé, sinon des commentaires. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires, on essaye toujours d'y répondre tant bien que mal.
Et puis, on vous dit à dans 2 semaines avec un nouveau sujet. Oui, et on embrasse Christine d'ailleurs. Et on embrasse Christine d'ailleurs qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Mais on espère qu'elle sera avec nous quand même assez prochainement. Voilà. Absolument. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À vous aussi. Bonne soirée à tout le monde. Si, bonne soirée à tous. Allez, Salut à tous.